Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure que vous nous regardez. C'est un plaisir pour moi, un plaisir pour nous de vous recevoir dans votre émission, l'émission Tout pour Tête. Vous connaissez déjà une équipe, Jonathan Rosine pour ma part, c'est marqué juste en dessous. Et avec ma collègue, ma binôme, comment vas-tu Naoui? Ça va bien, merci, je vibre bien. Et toi-même? Ça va, tranquillement. Maintenant, c'est bon, habitué là. Oui, ça va. Le métier rentre. Le métier rentre, exactement. En parlant de métier, une dédicace également pour monsieur Jimmy Lagrancourt qui était avec nous pour la première de l'émission. Et avant de débuter l'émission, on va vous expliquer c'est quoi Tchoupoutette. S'il te plaît. Bel bonsoir tout le monde. Tchoupoutette fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait. Mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour qu'on pèse tête? Pas soude. Olivier, tu sais déjà. Donc pour la deuxième émission de Tchoupoutette, j'avais dit la première c'était avec monsieur Jimmy Lagrancourt, encore une dédicace pour lui. Et pour la deuxième, on est avec notre Jonathan, monsieur Jonathan Lery. Comment vas-tu Jonathan? Ça va très bien. Ça va? Eh bien, oui. Tout d'abord, la bienvenue dans notre émission. Merci. C'est un plaisir pour nous que tu sois avec nous, des nôtres, par rapport, comme on t'expliquait en off, la déconstruction, proposer de nouvelles alternatives, ce qu'on constate que tu fais également. Je vois aussi qu'au niveau des réseaux, vous êtes très, très au combat, beaucoup dans la communication et beaucoup dans la pédagogie. Exactement. Donc, si tu peux nous te présenter, s'il te plaît. Je suis Jonathan Lery Agara et c'est un plaisir pour moi d'être ici vraiment dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Alors, on est dans l'agriculture, notamment dans tout ce qui est la recherche, l'agronomie. Il y a de ça maintenant bientôt 4 ans, on a lancé une maison de semences en Martinique, la première maison de semences des Antilles-Guyane, qui est Graines Pays, où on préserve et on multiplie, on adapte aussi les semences et nous sommes aussi investis dans la recherche agronomique pour la culture saine sous climat tropical. Ce qui comprend bien sûr aussi la recherche par rapport aux dernières pollutions qu'il y a pu avoir, mais aussi le développement de nouvelles techniques qui nous permettent de pouvoir gagner en efficacité de production, en efficacité de revenus par rapport à la culture. Voilà. Donc, vous êtes dans un plan d'innovation. Exactement, amener, exactement. Et on est investi vraiment dans l'innovation parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, et j'ai bien aimé l'introduction de l'émission, qui nous pose la question, est-ce que ce qui est à nous est déjà en fait dans notre conscience en fin de compte, et on se rend compte que les techniques que nous avons en Martinique, et d'ailleurs, je pense que Jimmy est un fier représentant des techniques ancestrales et respectueuses de l'environnement à travers ce qu'il fait avec Métasystème, et je pense que justement la question, c'est de se dire, est-ce que nos techniques que nos anciens avaient n'étaient pas juste des techniques traditionnelles et ancestrales, mais est-ce que scientifiquement, elles sont pas aussi les plus probantes? Est-ce que c'est pas celles, en fait, qui sont les plus efficientes sur le terrain? Et voilà, quoi. Attends, excuse-moi Naoui, je sais que je suis très vite de poser des questions. C'est également le fondateur de Graines Pays. Exactement. Tu peux expliquer un petit peu avant? Alors, Graines Pays, en fait, c'est arrivé depuis avant que je parte faire des études d'agronomie dans l'Hexagone, parce que effectivement, déjà ma mère et mon père préservaient beaucoup de semences. Notamment ma mère, elle avait vraiment la culture, elle a amené ça dans le foyer, la culture de garder les semences. Et mon père était déjà aussi d'une famille d'agriculteurs. Moi, je suis la 4e, voire la 5e génération d'agriculteurs. Donc c'est une continuité alors. Une continuité, même si effectivement je n'ai pas fait que ça, et même mon père, mais on a l'impression qu'au final, on est tous revenus à ça parce que c'est une vraie passion et puis en plus, on a vraiment de bons retours sous le terrain, donc on est très attaché par ça. Donc, je disais donc que c'est elle qui a amené ça. Donc, j'ai reçu ça en héritage. Déjà, j'avais déjà en tout petit, il y avait déjà des graines de groseille, de gombo, de pastèque dans le frigo avec les aliments. C'est un truc qui m'a toujours marqué. À un tel point que il y a des photos, on voit ma mère retirer des graines dans de la pastèque et j'ai à peine 3-4 ans, je suis à côté d'elle. Donc, c'est des trucs qui étaient ancrés dans mon système de vie. Et donc forcément, quand j'ai eu à m'installer et chercher à innover, je me suis dit, tiens, mais les graines, nous qu'a fait des moments, personne n'a fait ceci, on a lancé comment. Et effectivement, on a commencé avec du gombo et on a fait ça pendant 7 ans. On a gardé la même variété, on a repris les phénotypes qui existent dans la même variété. J'explique les phénotypes, c'est par exemple dans une même famille avec le même papa, la même maman, on peut avoir un frère qui est grand, haut, mince, et puis la sœur qui est petite, un peu plus forte, et peut-être même des fois avec les cheveux un petit peu plus fins ou alors la peau un peu plus claire. Pourtant, c'est même pas pareil, maman. Ce qu'on appelle des phénotypes. Et donc, du coup, on va les repérer et puis on va faire en sorte que on puisse continuer, en fait, sélectionner des phénotypes, on puisse continuer à les choisir, à les multiplier, soit par rapport au récit des anciens,
comme par exemple avec le piment doux de Martinique, où on nous parlait d'un piment qui était de la même famille que le bon d'amanjac, mais qui ne brûlait pas. Il était qu'à senti bon d'amanjac, mais il pas qu'à brûler. Et aujourd'hui, on a le piment végétarien qui a un goût de poivre, en fin de compte. Il n'a pas un goût de piment bon d'amanjac. Et c'est avec ces récits-là qu'on a, en fait, réussi à par rapport au phénotype, cibler, se dire, ah, c'est là, etc. Et on a fait la même chose, et dernièrement, on a pu remettre la main sous la tomatose, qui est une variété de tomate qui est très, très, très prisée par les anciens. Une petite tomate qui était super résistante et qui était partout en Martinique dans les jardins. Et vraiment, c'est une vraie joie. On se rend compte qu'il fallait ça dans le pays. On sait qu'on n'est pas les premiers à avoir investi le terrain de la semence, mais il a fallu ça. Donc, un pays s'est créé avec cette dynamique-là. Donc l'idée, je reformule, tu me dis si je me trompe, l'idée c'est sur plusieurs générations d'élevage, on va dire, sur plusieurs générations, on va prendre sur le basilic, comme tu parles de phénotype, sur plusieurs générations, on repère à chaque fois celui qui ressemble le plus au projet qu'on a, à ce qu'on veut, et donc qui est sensiblement le plus adapté au sol de chez nous. Oui, exactement. Et c'est une très belle approche de la chose parce que effectivement, il y a le facteur connaissance humaine. Je suis au courant que cette variété-là a fait ci, a fait ça, soit parce qu'il y a des récits des anciens, et je suis au courant que cette variété-là est bonne pour telle maladie, donc je vais chercher celles qui sont le plus, pour avoir plus de molécules, etc. Mais il y a aussi ce que la variété nous montre, sans qu'on le sache, en fait. Des fois, par exemple, je m'explique, on peut avoir une variété où on pensait qu'il y avait ça, effectivement, il y a ça, mais on savait pas qu'il y avait ça aussi. Par exemple, dernièrement, on était sur un basilic qu'on essayait de sélectionner, et puis on a vu qu'il y avait un phénotype qui avait le tronc tout rouge et les feuilles vertes. C'était vraiment, d'habitude, c'est les feuilles, le tronc vert et puis les feuilles rouges comme le tulsi, etc. Ouais. Mais là, on a vu que le basilic avait les feuilles vertes et puis le tronc tout rouge. On n'avait jamais vu ça. On a sélectionné celui-là et puis on l'a multiplié. Et on a vu que le tronc, il est plus résistant et le fait qu'il soit rouge, il ne tombe jamais malade et il ne meurt pas de la maladie. Mais il a moins la faiblesse par rapport à l'oïdium ou le mildiou. Et est-ce que derrière ça, alors moi je trouve ça déjà génial, génial de mettre sur un caractère physique, de se rendre compte que celui qui a tel caractère physique, le hasard ou autre chose a fait qu'il soit plus résistant à telle et telle maladie. Je trouve déjà ça super, mais l'analyse déjà visuelle, que tel phénotype, donc tel caractère physique fait que va avec telle résistance, mais est-ce que derrière, scientifiquement, il y a possibilité d'analyse et d'appuyer sur des molécules, peut-être que le tronc rouge a telle molécule en plus ou autre. Comme je sais que tout à l'heure tu nous as dit, en tout cas tu nous as dit, c'est comme ça que j'ai dit, je me suis dit, il y a Jonathan les graines et il y a Jonathan la recherche. Ouais. Est-ce que de ce fait-là, ce que Jonathan les graines découvre, est-ce que Jonathan la recherche appuie dessus? Alors, du coup, effectivement, on a soit une recherche qui est bibliographique, donc c'est-à-dire que des études qui ont déjà été faites sur une plante. Donc, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde qui ont repéré des choses. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de faire une recherche bibliographique. Et bien souvent, on a déjà un panel d'éléments dessus. Mais c'est vrai qu'il y arrive on arrive sur des points de recherche, notamment, on va parler de ça plus tard, les cyclodextrines, où personne n'a fait les recherches. Tu peux, attends. Les cyclodextrines. Tu peux expliquer parce donc, que effectivement. Donc les cyclodextrines, ce sont des molécules justement cage justement qui capturent d'autres molécules et justement on va pouvoir en parler notamment en absorption en absorption. Ce sont des qui vont capturer. Elles ont des molécules prison apolaires effectivement qui sont ce sont des vraies molécules prison. Et si vous avez le temps, vous verrez si on aura le temps de leur montrer ça, on voit que la forme de la molécule est déjà une cage, donc elle va capturer les molécules. Donc c'est très intéressant et on va en parler tout à l'heure puisqu'on va voir qu'on a même trouvé une technique naturelle et locale dans polluants. Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir des techniques de captation des polluants, mais s'il faut pour ça avoir une matière première qu'on doit acheter à l'étranger, on est encore dépendant et en fait, nous faisons pas d'air. Ce que je constate aussi, c'est que même au fil des années, vous continuez encore à apprendre par rapport aux produits, par rapport à l'activité, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a également un changement au niveau, parce que quand tu parlais du tronc rouge, tout ça, est-ce qu'il y a un changement même au niveau de la nature par rapport aux arbres? Alors effectivement, ce qu'on constate aussi, c'est que par exemple, on a remarqué un truc, c'est qu'il y a quelque chose de particulier sous le climat tropical. Et je vais pas aller trop loin sur cette thématique-là parce que du coup, c'est quelque chose qui peut paraître assez particulier. Mais les scientifiques, même d'il y a peut-être 30 ans, voire 40 ans, disaient déjà que la région du monde auquel nous appartenait était une région du monde qui était
indéfinissables, avec des phénomènes qui n'étaient pas descriptibles scientifiquement. D'accord. Rien pas figé. Déjà, quand on met ça sur la table, ça met tout de suite les choses. Je crois que le triangle des Bermudes, qui est vraiment juste à côté de chez nous, puisque on est pas loin de la Barbade, si je me trompe pas, voilà, le Bahamas. Donc, du coup, le triangle des Bermudes, il est vraiment juste à côté de chez nous, et c'est exactement l'une des manifestations et dynamiques scientifiques qui est le moins explicable scientifiquement. D'accord. Donc, il y a un changement. La Terre et le sol continuent à se muter. Alors c'est le climat, c'est le climat qui est vraiment atypique, le climat tropical qui est l'un des rares climats dans le monde où on va voir apparaître un soleil pétant, une pluie pétante, un soleil pétant et un son gris. C'est exactement ce qu'on a à travers notre climat. On peut avoir vraiment un soleil, 10 minutes après la pluie, et puis 10 minutes après le soleil. Et les gens sont vraiment, à cette époque, ils étaient vraiment à la recherche et dans la compréhension de ces systèmes, et ils comprenaient pas. Et aujourd'hui, la science ne peut pas clairement définir le climat que nous avons, puisque nous sommes placés dans une zone qui est assez atypique, avec des effets et des manifestations scientifiques qui sont hors normes. Et tout ça donne des particularités à nos plantes. Vraiment exceptionnelles à nos plantes. Je rappelle encore une fois que à nous seuls, et je le rappelle et c'est vérifiable, à nous seuls antillais, nous détenons plus de 70% en fait dans la Caraïbe par rapport au monde. On détient plus de 70% de la botanique médicale du monde, avec toutes les plantes médicinales que nous avons, rien que dans la Caraïbe. Et malgré ça, pourquoi on exporte autant? On exporte autant parce qu'avec tous ces chiffres, on devrait être en autonomie alimentaire, pharmaceutique, sur beaucoup de choses. Effectivement, mais c'est le retard que nous avons sur la recherche, le retard que nous avons sur les moyens de recherche aussi, parce que je rappelle que beaucoup de recherches que nous devons faire, il faut pouvoir commander des recherches à l'étranger, notamment, ou alors dans l'Hexagone, avec des prix qui sont assez, des fois, importants. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut donner les moyens à ces personnes qui s'investissent dans la recherche des plantes, etc., pour pouvoir aller plus loin. Et ça, c'est vraiment important. On parlait justement, pour pouvoir en finir, des plantes. Est-ce qu'on peut avoir la recherche qui appuie? Voilà, aujourd'hui, il y a certains laboratoires en Martinique qui ne sont pas capables de faire certaines actions de recherche. Pourtant, effectivement, on en a un grand besoin. Et pourtant, nous avons vraiment un personnel et nous avons vraiment une génération en Martinique qui est vraiment très intelligente. Vraiment, nous avons vraiment des vrais talents avec des scientifiques de renom. Nous avons même pu avoir une étude bibliographique qui a été faite par Christelle Lemus, qui travaille au laboratoire Lafayette. On a vraiment de très bonnes personnes qui sont très bien capées au niveau professionnel. Elle a même déjà publié des revues dans des journaux à l'étranger. Quand même, pour une Martiniquaise, en termes de scientifique, c'est super intéressant. Et je trouve que justement, effectivement, l'heure est à développer, à avoir des moyens financiers pour mettre en place des vrais outils puissant pour cette génération qui a les moyens intellectuels et les moyens même des fois même physiques et de ressources humaines pour mettre en place des projets viables. Parce que ce que je constate aussi, c'est que ce soit dans le fond, c'est-à-dire que quand tu parles en termes de compétences, des gens qui ont fait des études, qui se mettent au travail et qui se mettent également sur le terrain, et dans le fond et également dans la forme, parce que je regardais en termes de communication, je l'ai dit au début d'émission, quand on regarde les réseaux, quand on regarde sur les pages Instagram, tout ça, il y a la qualité d'image qui va avec, il y a même les musiques de sonorité actuelles qui vont avec, c'est-à-dire que on sent que ça reste quelque chose de bien ancré, bien rural, et en même temps c'est modernisé, c'est customisé, j'ai envie de dire. Mais il faut, parce que aujourd'hui on a compris quelque chose, c'est que il y a beaucoup d'urgence en fait dans le pays dans lequel nous sommes. Nous sommes fiers d'être martiniquais, mais il y a beaucoup d'urgence dans le pays. Vraiment, on ne pourra pas tous les atteindre. Il faut pouvoir être lucide. Chacun, en fonction de ses compétences, essaie d'atteindre une des réalités. Un des points à améliorer dans le pays en fonction de ce qu'il peut faire. Moi, je ne pourrais pas agir dans le médical ou encore dans le bâtiment comme certains peuvent le faire avec le talent qu'ils ont. Mais par contre, je peux le faire dans le milieu que je suis. Donc, du coup, le but, c'est de viser justement ces points-là. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est importante. Il faut pouvoir, non pas se travestir, mais comprendre la jeunesse. Donc, l'approcher en la comprenant et de transmettre l'efficace. On n'a pas beaucoup de temps de transmission. On est dans un moment qui est important en Martinique où on va avoir une génération qui va s'en aller. Et cette génération-là, c'est les derniers détenteurs de la pure tradition de notre culture. Si aujourd'hui on rate ce moment-là, c'est vraiment très grave pour nous.
Ah oui, Et ça, ceux qui l'ont compris, tout ce qu'ils servent à faire, c'est pouvoir transmettre déjà ce qu'ils ont et faire partie de cette grand élan de transmission qu'il faut qu'il y ait en Martinique. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de ça. Donc, quand effectivement, on se customise, on met des musiques, etc., déjà, on les partage parce qu'on aime ça, mais on essaie de faire comprendre à la jeunesse aussi que, les gars, ok, c'est vrai, il y a eu un modèle agricole qui était pas très attractif. Et la vérité, c'est que la plupart des personnes qui étaient dans ce modèle-là n'ont pas été très joyeux. Mais aujourd'hui, là, il y a une autre vision des choses. Il y a un autre angle de vue. Donc, allez visiter des fermes, que ce soit au nord, au sud, au centre de la Martinique, où il y a vraiment un travail important qui se fait. Allez regarder la néo-agriculture qui est en train de naître et regardez si vous n'avez pas peut-être plus intérêt à vous investir dans un développement où les chiffres sur la production et la filière agricole, que ce soit dans les Antilles et en Afrique, sont explosifs. La plupart des analystes le disent. Les futurs milliardaires africains seront dans la filière agricole, enfin en tout cas pour la plus grande partie. Donc on n'est pas dans un discours juste pour pouvoir séduire, c'est un discours véritable qui tente à ramener une vraie réalité et qui pourrait en fin de compte permettre à la jeunesse de rester en Martinique, puisqu'on est dans une filière qu'ils peuvent faire chez eux. Et en plus qui savent faire chez eux. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment retenir les jeunes et ouvrir une porte à ce qui est beaucoup plus moins de départ, pardon. Excuse-moi. Ouais. Naou, tu te rappelles, il y a 2 semaines avec Jimmy, il disait que en termes il parlait que 80% des agriculteurs dans quelques années qui auraient vont partir. Tu te rappelles? Donc il faut de la relève. Il faut de la relève, il faut des gens compétents, déterminés, décidés pour pouvoir reprendre. Parce que souvent, en termes quand on regarde un peu la politique, on parle souvent de l'autosuffisance alimentaire. On pour également éviter l'exportation à outrance. Ouais. Donc ça passe par ça aussi. Effectivement. Et vraiment, dans cette vision-là, moi, ce que je le remarque, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus investis dans la démarche de s'installer. Il y a des problématiques liées à ça qui sont en train de se régler. Moi, ce que je vois, c'est que dernièrement, il y a eu une rencontre dans laquelle on a pu voir ce que la CTM a prévu sur les futurs projets d'installation pour les améliorations des problématiques. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de pouvoir constater que vraiment, aujourd'hui, les problématiques que nous avons portées, avec, je sais pas si vous êtes au courant de ça, parce que effectivement, j'ai aussi représenté Agriculture pour l'Unité avec un nombre d'agriculteurs, jeunes agriculteurs, qui est un groupement justement de jeunes agriculteurs qui s'est battu justement pour que les terrains soient mis à disposition des agriculteurs. Et toutes ces personnes qui sont en fait aujourd'hui actives dans cette démarche-là sont contentes de voir que toutes ces problématiques que nous avons portées pendant ces plusieurs années, après toutes ces rencontres que nous avons pu faire, commencent à être réglées. Et aujourd'hui, les générations qui vont pouvoir se dire, ben tiens, je veux me former pour l'agriculture en Martinique, pourront avoir en fait un cadre d'installation qui est beaucoup plus intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, c'était ça la problématique. Aujourd'hui, avoir des terres, même jusqu'à maintenant, aujourd'hui, immédiatement, c'est difficile de pouvoir trouver un terrain pour s'installer. On n'est pas sur des régions comme l'Île-de-France ou encore la Bretagne où il y a beaucoup d'appels à candidature et d'appels et d'offres qui sont présentes. En plus, avec le chlordécone, exactement. Ça réduit encore les choses aussi. Bien sûr. Et ça, c'est le non du problème. Et c'est là qu'il faut aller régler les choses. Alors, 2 axes de recherche. Premièrement, il faut pouvoir arriver à produire sur les terres chlordéconées. On peut pas mettre ces terres-là en quarantaine ou à l'abandon. C'est pas possible parce qu'on a déjà une île qui est réduite et c'est 40% du foncier martiniquais. Donc on peut pas réduire déjà, ça. Une bonne partie des terres ne nous appartiennent pas. Donc alors, si en plus dans celles qui restent, on ne cultive pas parce qu'elles sont chlordéconées, la problématique est exactement. Est donc c'est présente. une urgence. Donc si on ne peut pas encore chlordéconer, il faut que nous ayons en résilience. Nous ne pouvons pas arrêter là et puis ni en terre, nous ne pouvons pas cultiver et puis nous avons dit quoi, tant pas de chlordéconer, mais pas main. C'est pas pour moi. Nous pouvons trouver des manières pour cultiver en cet état-là. Mais qui manière pour faire? Parce juste... que il y a 2 semaines, on parle de permaculture. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Mais clairement, justement, là-dessus, on a compris que la permaculture, de toutes les façons, c'est l'esprit, la mentalité de nos jardins créoles. Donc, c'est l'esprit de nos anciens. Tout le monde sait qu'un jardin créole, c'est de la permaculture. Le jardin créole, là, il n'y a pas qu'à brainer, nous pas qu'à faire passer tracter dans les jardins créoles. Le jardin créole, toujours permanent, persistant, qu'à produit, c'est ça. Et puis, en plus, le jardin créole, là, c'est image peuple nous.
c'est vivre ensemble. Il y a un blanc qui vivre puis bon non quand blanc qui courir dans jardin, c'est ça. Il ni basilic pas là, il ni piment pas là. C'est ça, ces jardins créoles là, c'est nous qu'à vivre ensemble. Et là on regarder ces cases créoles là que nous tenons en temps longtemps, tout le monde était qu'à vivre ensemble. Mental là, tu connais des affaires mentales là nous elle t'est arrivé, tu as mangé repas là, tu as mangé notre mentalité. et puis jouer une cousine là et puis finit par mailler et puis faire un puis c'est fonctionner c'est ça en même. écosystème. Nous avons un écosystème de vie sociale qui a l'image d'écosystème vie jardin en nous. Et c'est pour ça que nous avons dit que faut que nous mettions en place des moyens d'action qui ont la technologie. Donc nous avons développé des bagailles parce que faut aussi nous efficients sur le plan international. Nous ne pas passer personne. Mais faut que nous respecter ça nous dit non. Donc c'est pour ça que nous disons quoi? Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place des systèmes et des actions, par exemple, nous avons mettre des tables de culture, et puis des pieds qui permettent d'adapter quand il y a jardin. Nous pouvons mettre en place des bacs élevés. Donc, qu'est-ce que tu appelles table de culture? Alors, en table culture, c'est un système outil où table culture facile et ergonomique. Il est ergonomique et maman là qui a travaillé puis ça, il pas qu'à forcer et puis il a assuré qu'il pas ni pont contamination parce que il en route. Mais tabta, c'est pas un table outil man qui chercher chantier ou man qui métier comment qu'a faire quoi joindre tout côté. Non. Faudrait comme cadeau il a respecter mentalité des anciens. Donc faudrait il permanent. Donc c'est un table qui a arrêté là. Donc là nous qu'a planté en l'air, nous qu'a changé plante parce que nous récolter, mais nous qu'a planté là même. Donc c'est un bagage qui a respecté permaculture et qui a permis permaculture faite là il n'y contamination et puis pollution. C'est pourquoi aussi au début de l'émission on parlait d'innovation puisque là vous n'êtes pas dans une phase d'invention, vous êtes vraiment dans une phase d'innovation où vous êtes capoté en plus par rapport à ce qui est déjà fait. Exactement. Et comment ça s'est passé au niveau des anciens qui ont pu constater ce changement-là? Comment ils l'ont accueilli de votre côté, à savoir avec les nouvelles cultures, avec les manières de voir aussi, parce que vous êtes partis d'étrangers, vous êtes réunis, vous avez vu certaines choses de part également des études, de part également d'autres, l'extérieur aussi, puisque on peut imaginer qu'au niveau de l'extérieur, tu as également appris, il y a d'autres exemples aussi, il n'y a pas que la Martinique, donc il faut prendre de l'extérieur pour également l'adapter. Comment ça s'est passé de ce côté-là avec le regard des anciens? Justement, Jonathan, tu parles de quelque chose qui est vraiment clair et au début, ça n'a pas forcément très bien été accepté. Moi, je regarde partout, que ce soit en Martinique, à une certaine époque, quand on parlait de produits bio, moi je me rappelle, je suis allé me former, on était en 2014, et quand je commençais à parler d'agriculture bio, on me disait, mais si, ça bien, mais ça fait qu'il y a bon l'argent. C'était clair, c'était tellement clair. Ah oui, c'était clair. Je l'entends encore. C'était vraiment, mais là c'était strict. C'était, mais non, on croyait pas du tout en ces projets-là. Ça fonctionne pas. Vous pouvez gagner l'argent. Ça bien, mais vous pouvez gagner l'argent. C'était vraiment pas quelque chose d'intéressant sur le plan économique. Et même quand j'ai été me former, je me suis retrouvé en Bretagne. Il y a des anciens agriculteurs qui ne parlaient plus à des agriculteurs qui faisaient du bio. J'ai eu la chance de faire un stage à Quélines, qui est en Bretagne, dans le 56, où les parents de mon tuteur de stage étaient l'une des premières fermes bio de France et de Navarre. Ils ont été vraiment critiqués dans tout le quartier. Et c'était incroyable. Donc, c'est partout, en fait, où on n'accueille pas forcément le bio, ou alors, je vais dire, l'agriculture ancestrale très bien, parce qu'on a été marqué par un système qui a mis l'agriculture au service de la finance. Capturer l'agriculture pour le service de la finance, faut que l'agriculture fasse remplir mes chiffres. Alors que, effectivement, l'agriculture peut être rentable, mais quand on respecte vraiment l'écosystème et quand on comprend qu'il y a une limite, on peut pas mettre une croissance infinie dans un domaine où les choses sont maîtrisées et limitées. Et ça, c'est important. Surtout en puisant également sous les ressources. Par exemple, on parlait avec Jimmy quand on disait que les nappes phréatiques en France, pas arrêter de l'eau en France. Arrêter, et on continue maintenant à chercher au niveau des nappes. Donc c'est à travers la technologie à outrance, pas la technologie, à travers la mondialisation du moins, eh ben, on cherche, on veut récupérer par rapport à la nature. Exactement. Ça, Ah oui. Comment vas-tu? Ça va, Naoui. Je te sens à l'écoute. C'est très intéressant. Donc j'écoute plutôt que je ne pose des questions. Mais j'avais une question pour toi.
Jonathan, en fait, j'ai eu l'occasion Ça de gêné, tu goûter... vois, le fait que tu dis Jonathan. Ah, voilà. oui. Tu vas dire Jonathan, tu vas là, Jonathan. Oui, de toute façon, c'est Jonathan que je t'appelle. Ça va de souci. Une fois, j'ai eu à goûter, lors de mes expériences permaculture, on était plusieurs, on a eu à goûter une pastèque, on pensait qu'elle n'était pas mûre, elle était blanche à l'intérieur avec des graines rouges. Et c'est après... Et c'est chez toi qu'on la sortait. J'ai eu droit aussi à un basilic particulier qui sortait d'Afrique. Là où je vais en venir, c'est qu'en fait, il me semble que chez toi, on trouve des plants d'espèces particulières, en fait. Et j'aimerais bien que... Effectivement, chez nous, on trouve vraiment des plants d'espèces anciennes. On est vraiment fixé sur ça. On ne pourra pas tout avoir. Déjà, quand on regarde la tomate, il y avait plus de 5000 espèces de tomates. Donc, on ne pourra pas avoir toutes les semences du monde, mais on essaie d'avoir un peu la plupart. Et dans les familles de légumes les plus importantes, par exemple, tu as parlé effectivement... Excuse-moi, hein. Oui. Juste une parenthèse. Reste sur ton fil de pensée. J'ai entendu dire qu'il y avait des tomates noires. Oui. Non, j'ai toujours vu que des tomates rouges, mais on m'avait dit qu'il y a des tomates noires. Effectivement. Effectivement, d'accord. Okay. C'est une vérité. C'est l'antioxydant justement qui rend la tomate noire. C'est un antioxydant de la famille des polyphénols qui produit ce pigment-là. Et c'est ça qui est responsable de la couleur noire de la tomate, effectivement. Non, donc ça veut dire qu'elle est riche normalement en antioxydants. Voilà. Excuse-moi. Nous l'avons parlé, pas de problème. Donc je te disais, effectivement, ce que tu avais vu, c'était la barbarine. Non pas la barbadine, mais la barbarine, qui est une ancienne pastèque qu'on appelle la pastèque concombre et qui n'est pas sucrée et qui était utilisée pour faire les confitures parce qu'on pouvait rajouter le sucre de canne. Donc cette pastèque-là, elle a des graines rouges et elle ressemble à une pastèque, mais on peut la faire en salade avec par exemple de l'avocat, du poisson, avec toutes l'épice qu'il y a de chez nous. On a pensé qu'elle était pas mûre et au final, non, c'était une ancienne variété. C'est une ancienne variété. Et ça, c'est super intéressant parce que jusqu'à maintenant, je le dis clairement, il n'y a pas de pastèque aujourd'hui sur le marché qui ne soit pas sucrée. Et on a des variétés anciennes de pastèques qui n'étaient pas sucrées et qui peuvent convenir en fin de compte à certaines personnes qui ne peuvent pas avoir un taux de sucre trop élevé. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas manger certaines choses et ces genres de pastèques-là peuvent aider, que ce soit sous la nutrition, en sachant en plus que les graines, et ça on l'a su d'une personne d'Amérique du Sud qui nous a donné l'information que les graines justement étaient utilisées dans son pays, donc torréfiées, écrasées en poudre pour pouvoir aider à guérir certaines blessures qui n'arrivaient pas à guérir en fait. Donc du coup, c'est une pastèque qui en plus fait partie du panel caribéen américain, donc tout ce qui est Mexique, l'espace américain et caribéen. Et donc du coup, c'est vraiment un héritage de tous les Amérindiens, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment une belle dispersion et une belle transmission qui s'est faite sous la Caraïbe. Les Amérindiens qui étaient sous les îles se déplaçaient et ils voyageaient d'île en île. Et d'ailleurs, juste pour l'information, Haïti était un point névralgique et un centre de pèlerinage pour les Amérindiens lors de leur déplacement dans la Caraïbe. Pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui connaissent, je les invite à se renseigner à cet effet. Et on peut montrer que Haïti, qui est elle-même de nom amérindienne, était déjà un lieu où les Amérindiens, même d'Amérique du Nord, se rendaient pour pouvoir faire certaines rencontres. Donc, pour revenir à ce que je disais, ça c'est intéressant de pouvoir mettre ça en avant. Et puis deuxièmement, le basilic que tu parlais, c'est le basilic Comfort du Malawi et qui est aussi au Kenya et qui était un basilic qui est très camphré et qui était utilisé justement pour pouvoir soigner, mais aussi pour pouvoir faire certains rituels comme l'intronisation des rois kenyans et les rois africains de l'Est lors des cérémonies. Et c'est un basilic qui est particulier parce que c'est un basilic, mais il sent fort le camphre et il est fort. Ça, c'est une plante aromatique, c'est vraiment une plante aromatique, mais on sent que c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup pour des rituels, des événements, des moments assez importants, pour des offrandes, des choses comme ça. Et donc du coup, nous, ça nous a vraiment choqué de voir en fait toutes ces espèces. Et ce basilic là justement, c'est un basilic qui vient du Kenya, où justement quand j'ai été au Kenya, où j'ai pu voyager, ça m'a vraiment touché de voir comment ils travaillaient la terre. Et il faut savoir que les Africains à ce niveau là, ils travaillent avec une technique qui est le pool génétique. Donc ce qui veut dire que le basilic Comfort du Malawi, s'il sent si bien le camphre, c'est pas une variété ancienne qui est née comme ça, c'est une variété ancienne qui s'est faite parce que, ayant beaucoup de terre en fait dans cet espace africain, les populations qui sont là-bas en fait, elles sont nombreuses et elles cultivent ensemble sur un très grand espace.
Et là encore, c'est une dynamique ancestrale que nous avons de pouvoir être ensemble, mais sauf que notre échelle à la Martinique, elle est plus réduite. Mais en Afrique, c'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. En tout cas, l'Afrique ancestrale, c'était ça, en beaucoup plus grand. Il n'y avait pas ces frontières que nous avons aujourd'hui de langue et d'ethnie et de culture qui ont été faites malheureusement par la colonisation et l'Occident. Il y avait cet ensemble, ces grands espaces où ces populations différentes peut-être dans certaines cultures vivaient ensemble. Et donc, du coup, c'est assez magnifique parce que sur un espace peut-être, je ne rigole pas, sur un espace peut-être de 10 000 hectares, ça peut choquer certaines personnes en Martinique, mais en Afrique, il y a des espaces qui sont vraiment importants, surtout au Kenya. En fait, vous avez des producteurs, vous avez des fermiers, vous avez des paysans qui plantaient, en fait, qui se nourrissaient de ça sur toute cette surface-là. Et donc, du coup, lorsque un plantait son basilic, et lui plantait son basilic, et lui plantait son basilic, en fait, il y avait une pollinisation croisée qui se faisait, et c'est comme ça qu'on appelle le pool génétique. C'est un ensemble de plusieurs populations de basilic qui va se retrouver sur un grand espace. Pool génétique. Ouais, un pool génétique. Donc, P2OL génétique. D'accord, on peut se renseigner là-dessus. Et donc, c'est plusieurs populations qui vont se retrouver sur un grand espace et on va avoir des agents pollinisateurs, comme les abeilles, qui vont voyager, qui vont polliniser plusieurs basiliques en même temps. Et faire des transformations génétiques. On va avoir des croisements avec plusieurs phénotypes qui vont se partager comme ça. Et on va avoir ça sous plusieurs années. Donc, on va avoir des génétiques qui vont finir par naturellement se stabiliser. Et on va avoir justement des basiliques avec des odeurs, exactement, différentes saveurs, etc. Et donc c'est intéressant de pouvoir aussi connaître comment les peuples africains qui cultivaient s'y prenaient pour pouvoir avoir en fait ce genre de variétés. Donc le non de ce que tu viens de dire, je reformule, le non de ce que tu viens de dire, c'est que quand on garde cet aspect d'écosystème, c'est-à-dire de diversité qui se transforme en complémentarité, on met plein de choses différentes ensemble. Et au final, ça crée une grosse complémentarité, mais on arrive à avoir comme résultat des espèces nouvelles, plus adaptées et plus enrichies. Exactement. Et vraiment encore plus, elles sont non seulement plus enrichies, mais ce qui est intéressant, c'est que elles créent et elles développent l'économie. Parce que du coup, ces agriculteurs-là, en fait, qui se rendent compte que, en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils vont avoir des variétés qui vont changer. Parce que du coup, l'abeille qui est sortie du voisin et qui a peut-être 500 hectares de l'autre, en fait, et qui vient dans son champ et qui lui pollinise, en fait, il transmet les mêmes gènes et il se rend compte que, j'ai une nouvelle plante, et lui aussi. Et ça crée aussi un nouveau produit, et ça développe l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment des techniques qui sont vraiment intéressantes aussi. À l'inverse puisqu'on est dans une émission de déconstruction, Exactement. À l'inverse de la monoculture, qui, elle, se retrouve à force à avoir des plants de plus en plus fragile. Exactement. Et un sol de plus en plus pauvre. Exactement. Donc, non seulement, excuse-moi, juste pour vraiment reformuler, non seulement, alors, monoculture, d'un côté, on a des variétés qui s'appauvrissent, parce que c'est du clonage, et une terre qui s'appauvrit, comme on l'a vu la première émission, sur un même sol, la même plante va chercher son nutriment préférentiel, donc déséquilibre la composition des sols, alors que sur un sol où on a la pluriculture, je ne sais pas si ça se dit, mais où on utilise l'écosystème naturel, on a un enrichissement tant du sol parce qu'on ne donne pas la même chose au sol, on n'a pas de déséquilibre parce que chacun prend sa sauce, et en plus chacun protège l'autre et chacun enrichit l'autre. Exactement. Donc, au final, on est gagnant. On est tout à fait gagnant et en plus de ça, on a une production d'oxygène qui est beaucoup plus importante. On a aussi une gestion du carbone qui est beaucoup plus importante aussi. Et ça, c'est intéressant. On va rafraîchir davantage la terre aussi. Le sol. On va aussi travailler le sol, aérer le sol davantage. Et là aussi intéressant, comme tu le disais, c'est aussi le fait qu'effectivement la monoculture, c'est exactement ça qui détruit les sols. Effectivement, dans le sens où on va avoir une même plante qui a le même panel de nutrition. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, un être vivant se nourrit de telle chose ou de telle chose. La plante qu'on utilise, c'est une plante qui aime beaucoup l'azote, ou alors celle-là aime d'autant plus la potasse. Quand je vais utiliser la même plante sous le même milieu, c'est en fait exactement dégrader mon sol, le soustraire un certain nutriment, puisque partout sur ma surface, c'est le même nutriment qui sera cherché. Donc ça, c'est vraiment la définition de l'appauvrissement des sols. Et après ça, on est obligé d'acheter du NPK en sachet, qui lui
NP, c'est quoi? NPK, alors c'est des engrais chimiques, azote, potassium et phosphore. D'accord. Et on en parlait avec Jimmy lors de la première émission. Le sol est appauvri, donc on se retrouve à devoir l'enrichir avec, si je me rappelle bien de ce que Jimmy disait, des intrants. Donc on se retrouve à l'enrichir avec des intrants, donc avec des choses chimiques qui, elles, sont lavées par la pluie et se retrouvent dans nos riviires. Ouais, exactement. Et c'est pourquoi Donc, il une faut autre avoir problématique. davantage d'arbres fruitiers pour pouvoir également les contenir. Non, c'est pas vouloir les contenir, ne pas les utiliser. Parce que la pluie, de toutes les façons, quel que soit l'intrant qu'on met chimique, la pluie va le laver, en fait. D'accord. Parce que c'est ça la problématique. On appauvrit les sols, donc on se retrouve à devoir les enrichir. Ensuite, on les enrichit, la pluie tombe, ça pollue nos rivières. Effectivement, et c'est pour ça que justement, nous sommes heureux de pouvoir justement mener cette conférence qui va être faite justement au domaine de Tivoli. Quelle conférence, Et aujourd'hui, c'est une conférence en fait qui sera faite justement demain au domaine de Tivoli. Et le nom de la conférence, c'est l'autofertilité du sol. Donc voilà, et effectivement, ce que tu présentes, c'est ce qu'on va présenter demain, où on va s'inspirer justement, on va s'inspirer de ce qui se passe dans la forêt. Pour nous, la technique qui est la plus intéressante, c'est le biomimétisme. Je pense que c'est clair. Attends. L'enfant Excuse-moi. Tu as dit quoi? Le biomimétisme. Le biomimétisme. Exactement. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? En fait, le biomimétisme, c'est exactement mimer la vie. Mimer le vivant, la nature. en fait. Mais mimer la vie, c'est répété. On va essayer de s'inspirer, on va répéter, on va faire la même chose. D'ailleurs, un hélicoptère, c'est un pur fruit du biomimétisme. Parce que ça ressemble beaucoup à une libellule, ça va ressembler beaucoup à un insecte, en fait. Et la technologie des anciens était ancrée dans le biomimétisme. Et c'est ça, en fait, je vois un animal qui a des défenses pointues, je vais chercher moi aussi à avoir ma défense pointue, donc je vais aller, je fais mon épée, mon bout de bâton, mon bout de boutou, quoi. Je vais vraiment mimer la vie pour pouvoir m'inspirer. D'accord. Il faut savoir même que le biomimétisme, en fait, ce n'est pas n'importe quoi. Le tabac qui vient de chez nous, je rappelle que le tabac qui a été trouvé dans la région Caraïbes-Amérique, qui est arrivé en Occident. Peu de personnes savent que c'est le tabac qui a permis de découvrir les virus. Sans le tabac, c'est grâce au tabac qu'on a découvert que les virus existaient. Grâce à la mosaïque du tabac, qui est un virus du tabac, et qui a aussi inspiré la microbiologie et aussi la macrotechnologie. Donc du coup, aujourd'hui, tout ce qu'on a en macrotechnologie, tout ce qu'on a aujourd'hui est inspiré de justement le virus de la mosaïque du tabac. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de montrer en fait que dans tout ce que nous avons aujourd'hui, on sous-estime vraiment les capacités, le capital ingénierie, le capital d'apport de la Caraïbe et de l'Amérique dans le monde, et notamment en fait de notre culture. J'ai entendu parler, FO Intox, je vous pose la question, est-ce qu'on peut tout planter en Martinique? En termes de fruits, en termes de fruits? Alors je pense qu'on peut tout planter, mais on ne pourra pas tout obtenir. Parce que j'ai vu ça fait longtemps, il y a des fraises. J'en avais entendu parler à un moment, maintenant j'ai entendu aussi qu'il y a des céréales pour le riz. Bien Comme sûr. maintenant on peut faire également Bien le sûr. riz. Les pommes de terre, je pensais à un moment c'était problématique pour les pommes de terre. Alors justement, en fait, sur ce point-là, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, Jonathan, ce que tu dis là, parce que c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'ateliers. Donc je rappelle qu'on fait des ateliers toutes les 2 semaines où on transmet le maximum Vous faites des d'informations. ateliers où? Justement à Gun Pays, au Lamentin, à Belém, où la plupart des personnes qui s'inscrivent, on prend jamais plus de 10 personnes parce que c'est vraiment des choses en petit comité, on va partager. Donc ceux qui n'ont pas pu s'inscrivent à la deuxième session. Généralement, on fait 1 à 2 sessions sur la même thématique. Ça, tu vas le dire à la fin Tu aussi, peux tu vas donner un donner exemple de thématique, s'il te plaît? Une des thématiques que nous avons pu faire, nous avons fait une thématique sur la tomate, où nous avons transmis vraiment certaines informations importantes sur la culture de la tomate pour ne pas la rater. On a rappelé une information importante. On ne donne pas que des informations agronomiques, nous donnons aussi des informations historiques. Parce que c'est ça un vrai atelier. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la Caraïbe et la richesse de la Caraïbe. Et c'est important de transmettre ça à des personnes qui ont un moment pour écouter. Et bien souvent, quand on va faire des manifestations dans les centres commerciaux ou ailleurs, les gens écoutent, mais ils sont de passage. Ils n'ont pas le temps de mettre leur esprit, comme on disait, de prendre conscience du savoir et de la richesse du patrimoine martiniquais et caribéen. Et donc c'est pour ça que dans cet atelier, on prend le temps de pouvoir leur transmettre le maximum. Et en l'occurrence, justement, le fait que la tomate que nous mangeons,
La tomate qui fait la richesse, qui est l'un des produits les plus rentables dans l'agriculture, en fait, elle a été choisie, sélectionnée par les Amérindiens. Ils l'ont rendue consommable. La tomate est un produit toxique à la base. C'était un produit toxique qui a été rendu consommable grâce à la sélection que les Amérindiens ont faite des différentes variétés et qui ont éloigné les variétés les plus toxiques pour ne garder que les variétés qu'on pouvait manger, qu'on pouvait cuisiner et qu'on pouvait cultiver avec une stabilité. Donc les variétés les plus gustatives qu'ils ont sélectionnées, c'est celles qui font les variétés que nous consommons et qui remplissent les étals des magasins dans le monde entier. Grâce à ces populations, la tomate est consommable. Lorsque les Occidentaux arrivent et prennent ces tomates dans la Caraïbe et dans les Amériques, les Amérindiens ont fait le travail depuis des milliers d'années. Donc le travail a été fait en amont. Exactement. Et aujourd'hui, c'est important de dire aux gens, mais attention, vous ne mangez pas un légume comme ça, vous mangez un légume qui a été sélectionné, qui à la base était toxique. C'est de la récupération. C'est de la récupération, effectivement, mais c'est aussi à nous de nous battre pour pouvoir révéler, parce que voilà, c'est ça aussi. Ouais. Ça c'est clair. Si nous pas nous savons. Par exemple, nous dit c'est maman là que poivron, sans bail qui caribéen, poivron, sans bail qui a sorti du Bocainou, poivron, ils découvrent ça à Haïti. Nous avons montré que ni en un historique pour nous savent, ni en un agronomique, ni en un les toutes bagailles, mais non historique, c'est ça qui est plus belle, parce qu'il a révélé des bagailles qu'on pas savent, et pour qu'à ouais pays ou qu'à ouais manière dans l'autre dimension, qui a fait qu'on prend plus force, ou qu'à quoi plus en dedans, ou qu'à ouais que réalité ou la plus large qui sortait qu'à penser, et là on va commencer à dire, eh ben impossible. Eh ben c'est dans ce sens-là justement qu'on expose dans nos ateliers, on montre et on explique, on prouve à ces personnes toute cette histoire que nous n'avons pas pu connaître, mais qui fait partie de notre histoire et qui nous permet d'envisager aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire dans une démarche de restauration et de vraiment reprise, renaissance de la connaissance véritable martiniquaise et caribéenne. Ce que tu as dit m'a fait penser à un proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse chanteront toujours à la gloire des chasseurs, en fait. Ce qui veut dire... Ça, c'est un proverbe soninké, ça. Ça, ça m'a dit soninké, ça. Peut-être. Qui veut dire qu'en fait, que tant que nos histoires sont racontées par les autres, nous ne prenons pas conscience de leur puissance. Donc, nous ne conscientisons pas notre puissance derrière. Exactement. Donc, remettre les choses, remettre à Césaire ce qui appartient à Césaire, je trouve que c'est hyper important. Ça passe par tout ça, c'est de la valorisation. Exactement. Ça passe par la valorisation, le fait de savoir tout ce que nous pouvons produire, tout ce que nous pouvons faire, notre ingénierie, notre savoir-faire, comme tu expliquais également avec tous les gens qui partent aux études, qui reviennent, qui sont là pour bâtir, parce que en t'écoutant, on voit la connaissance, mais on sent également que tu fais preuve de pédagogie, comme tu expliquais, à travers tes ateliers. Ok, tu vas expliquer telle et telle diversité, telle et telle graine, semence, tout ça, mais il y a une pédagogie derrière pour expliquer et l'histoire qui va avec aussi. Exactement. Donc c'est un gros travail de valorisation et de reconnaissance également de ce qui est fait. Exactement. Et c'est ça, en fait, c'est une des manières de pouvoir le mieux assurer l'avenir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir être sûr que ce qu'on va transmettre va pouvoir persister. Et l'un des moyens de vraiment impliquer et mettre, en fait, cette dynamique-là dans l'avenir, c'est d'aller vers la jeunesse et d'aller vers... C'est ça que j'allais te dire. Avec les enfants, comment ça se passe? Justement, on intervient justement dans pas mal d'écoles, notamment à l'ESM, à Rivière-Salée, où on intervient depuis plus de 2 ans et on accompagne justement ces enfants-là dans la découverte de la biodiversité. Mais on est en train vraiment de pouvoir toucher les générations. Dernièrement, on a été avec le CIO, en fait, dans le Nord. On a pu faire une manifestation avec Monsieur Lozéa sur vraiment les métiers liés à l'agriculture pour pouvoir sensibiliser la jeunesse à choisir des filières qui peuvent faire vraiment le bonheur et la richesse de certains Martiniquais et Martiniquaises. Ce ne sont pas des blagues. Quand je dis la richesse, c'est dans une certaine mesure, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la surmesure. Nous sommes juste dans une mesure décente de gagner sa vie et de pouvoir vivre décemment. Aujourd'hui, le point, c'est de pouvoir attirer justement cette jeunesse qui a envie et qui aspire à plein de choses sur des choses que nous pouvons faire chez nous, mais pour à la fois enrichir nos compatriotes, mais développer notre pays. C'est ça cette rigueur, en fait. Attends, excuse-moi là, oui.
qu'Olivier qui a dit richesse pays, c'est nous-mêmes et en nous-mêmes. C'était juste une petite parenthèse. Exactement. Alors, concernant les graines et l'autosuffisance, et puis le fait justement de former des jeunes qu'ils prennent la relève et puis qu'ils permettent aussi l'expansion, faire les choses chez nous, mais en plus grand. Alors, par rapport à l'autosuffisance, une fois, j'avais une discussion fort intéressante avec un agriculteur qui me disait, je lui parlais parce que depuis 2019, j'ai cette lubie de garder les graines. Tout ce que je mange, je garde les graines comme si un jour on allait en manquer. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis 2019, j'en suis persuadée que depuis 2019, Oui, la vraie richesse, ce sont les graines. Donc, je les garde. Malheureusement, il y en a beaucoup que j'ai mal conservées, donc elles se sont fait manger par les petites bêtes. J'aimerais bien que tu m'expliques comment conserver mes graines et les suivantes. Mais ma question, c'était par rapport à ça. Donc, suite à la discussion avec cet agriculteur, il me dit, oui, mais Karen, tu parles d'autosuffisance, ok, mais sais-tu que si le bateau n'arrive pas, ben, on n'a pas de graines. On n'aime pas de terreau non plus des fois. On n'a pas de graines. Donc, le truc, comment toi, ta vision par rapport... Alors, je sais que tu t'inscris dans un premier pas. Tu ne peux pas tout faire comme tu dis, mais en tout cas, tu fais, tu apportes ta pierre à l'édifice et puis tu montes le chemin aux autres. Mais comment peut-on réellement parler d'autosuffisance? Et moi, je trouve que c'est une problématique importante. On ne parle pas là d'indépendance, mais on a vu en 2020 par rapport à la crise sanitaire, au virus du Covid, qu'on a eu peur que le bateau n'arrive pas. Moi, j'ai des amis qui se moquaient un petit peu de ma manière de vivre, ma manière de m'alimenter, mais mon téléphone a sonné. Je n'étais plus la copine bizarre. Mon téléphone a vachement sonné. Karen, comment tu fais? Karen, comment tu fais? Parce que je ne m'alimente pas dans les centres commerciaux. Donc, mon truc, c'est que, OK, il m'a mis, ce jour-là, mon ami agriculteur, m'a mis un petit peu au pied du mur. OK, Karen, OK, tu parles, mais le bateau ne rentre pas, on n'a pas de graines. Comment les agriculteurs font? Donc, comme je disais, toi, tu as fait un pas. Dans quoi t'inscris-tu par rapport à ça? Comment tu peux aiguiller même l'individu, le particulier chez lui? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Ah ben, clairement, ce que je pense, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Tu apportes une dynamique qui est vraiment consciente et qui ramène vraiment notre dialogue aujourd'hui vers un point essentiel. Et effectivement, il y a première chose déjà à savoir, c'est nous prenons vraiment le fait que nous, Martiniquais et Martiniquaises, nous allons vers la culture qui était celle de nos anciens. Il faut que chacun d'entre nous ayons cette petite dynamique de garder nos semences. D'ailleurs, nous, à Graines Pays, à chaque fois que les personnes viennent chez nous pour acheter des semences, on leur dit clairement cette phrase. Par contre, les semences, c'est aussi un héritage. On rappelle encore une fois que Mounka Bakaï, Mounka Loto, Mounka Lahan, Mounka entreprise et tout Mounka crédit. Exactement, aussi. Donc, mais Mounka semences. on peut aussi mettre ces semences-là en héritage. Comment on les conserve maintenant? Effectivement, là vient le problème de la conservation et il y a plusieurs choses à noter. Premièrement, la température. Les semences, quand elles arrivent à des températures trop chaudes, on a le spermogerme, donc la protéine à l'intérieur de la graine qui est censée justement apporter la germination, qui sera attaquée. Donc c'est intéressant de garder les semences dans un climat qui est à peu près au moins pas plus de 4-5 degrés. Tu disais que ta mère les gardait au réfrigérateur. Exactement. Et une graine peut durer plus de 90 ans. Il y a certaines graines qui durent même 100 ans, 120 ans. 90 ans, 100 ans. Effectivement, bien sûr, il y a des fois, tu es là, tu retravailles la terre de ton jardin, tu revois germer des plantes que tu avais mis depuis longtemps, etc. La graine est là au frais, là, dans la terre. Elle est dans un endroit où c'est pas trop humide pour germer, pas trop sec pour pouvoir se dégrader. Elle est là au calme. Je rappelle un truc, la graine, c'est l'objet technologiquement sur terre le plus avancé. Le mec a dit ça, c'est mon là, il a regardé même quand il m'a regardé 3 films. C'est en réalité qu'il a. Ce que tu as dit, ça m'a fait penser, en fait, et je pense que c'est ça. Quand tu dis qu'une graine peut rester X temps sans rien donner et qu'il suffit qu'elle ait les bonnes conditions et qu'elle germe. C'est un petit peu ce qu'on dit qu'on dit planter des graines dans la tête de quelqu'un. Tu plantes une graine, ça ne veut pas dire que quand tu vas dire quelque chose, que voilà, mais tu as planté, tu as mis la graine là et peut-être dans quelques années, lors d'une discussion, les conditions optimales seront là et la graine dans la tête va pousser. C'est exactement pareil dans le sol. C'est ça. C'est génial. Et c'est ça. Et les anciens, tu sais, qui a fouillé terre,
Et puis yo te ka fait en conseillant petit cave en didant sol là, il était ni bois et puis yo te ka conserver des bagages qui étaient frais en didant sol là parce que en fait fraîcheur sol là pas ni rien qui meilleur qui fraîcheur sol là même en fait. D'accord. Alors Et avant c'est ça nous dit avant ni frigidaire moi c'est ça moi ça avant ni frigidaire ni bagages quoi mon te ka fait des bacs à sable en didant terre on te ka mettre sable en carré en didantère, mettez petit brin sable, bois en lait et puis en couvert et puis on va conserver des bagages. Alors on peut congeler les bagages en ça, mais c'est mon ça tout le monde qui a fait. Et puis il y a l'autre bagage aussi, c'est la cendre qui est très intéressante aussi, c'est de pouvoir suspendre les semences avec de la cendre déjà au moins pour pouvoir empêcher qu'il y ait de la pourriture et que les rats les mangent parce que la cendre arrête l'odeur de la graine et le rat il arrive à prendre l'odeur surtout des graines de giromon, de concombre, de melon, de pastèque, les rats sont très forts pour manger ça. Donc il faut mettre un peu de cendre pour que l'odeur ne soit pas perceptible et que la conservation soit encore plus importante. D'accord. Voilà. J'ai une autre question par rapport à ça. Donc moi je suis en appartement frigidaire, mais j'avais pensé une fois acheter une petite cave à vin. Ça fonctionne aussi? Oui. C'est la bonne température? Exactement. Dès que la température elle est tempérée, on n'est pas obligé d'être dans une température hyper basse. Il faut vraiment que la chaleur ne soit pas là. C'est la chaleur qui détruit véritablement l'intérieur de la graine et qui fait qu'elle soit plus bonne en fait. D'accord. Ouais. Donc super, merci. Donc ça c'était, j'avais une deuxième question. Maintenant, Jonathan le chercheur. Concernant la thématique chlordécone, est-ce que tu peux nous en parler, puisque quand tu t'es présenté, Jonathan, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai mis, Jonathan Grain Pays et Jonathan chercheur, de ce côté-là, par rapport à la thématique chlordécone, qui est une thématique avec laquelle nous devons apprendre à vivre, et assez rapidement, et puis à laquelle nous devons, comme tu disais, être résilients, face à laquelle nous devons être résilients. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce sens-là? Ben clairement en fait dans cette résilience là en fait le but c'est de pouvoir comprendre la problématique du chlordécone qui est basée sur le fait que justement aujourd'hui sur le plan de la production il y a 40% des terres qui sont polluées et donc de se dire que le temps qu'on nous puissions mettre en place des systèmes de dépollution viables il faudrait pouvoir au moins commencer à cultiver sur ces terres là donc le but serait de pouvoir vraiment accompagner ces agricultures là dans cette dynamique là et justement nous à Grain Pays on a décidé de mettre en place un service civique donc nous avons fait une convention avec les services civiques pour mettre en place une dynamique, une mission de service civique qui est d'installer des systèmes alternatifs de production chez les agriculteurs chlordéconés. Donc de permettre aux jeunes de moins de 25 ans de s'investir dans la problématique locale que nous avons. C'est la première fois qu'ils auront l'occasion d'être payés. Donc de recevoir non pas un salaire mais une indemnité de mission pour pouvoir participer au développement des problématiques, à la résolution des problématiques locales. Et ça c'est super intéressant. Deuxièmement, le but c'est de pouvoir vraiment profiter de toutes ces innovations que nous avons pu apporter cette année et l'année dernière sur nos systèmes de culture, de s'inspirer aussi de ceux qui sont déjà développés en Martinique parce qu'il y a beaucoup de confrères qui font un très bon travail sur justement comment planter en sol et le but c'est de pouvoir utiliser toutes ces personnes-là, de pouvoir faire un ensemble, une synergie pour pouvoir véritablement profiter des fonds qui sont maintenant à disposition. Je ne sais pas si vous êtes au courant que maintenant, il y a des fonds qui sont à disposition à travers la Chambre d'agriculture et puis enfin la préfecture pour pouvoir développer... À travers les plans chlordécone, tout ça? Et effectivement, ça y est, maintenant, un agriculteur qui a du chlordécone chez lui et qui veut installer des systèmes alternatifs de production dans son champ pour pouvoir augmenter son revenu, peut profiter de ces subventions-là. Il faut le dire. Ça, il faut le dire parce que c'est exactement ça qui va faire qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire que nous cherchons. Ce n'est pas seulement en plantant dans les jardins, etc., c'est de pouvoir conquérir ces 40% de terres chlordéconées qui nous ont tapé pendant toutes ces années et qui nous ont empêchés de pouvoir être autosuffisants. Parce que là, au cas d'un moment, ouais, ben, regardez, ou qu'il fait fruits, mais on ne peut pas faire giromon, on ne peut pas faire concombre. Ça pas bon. Mais c'est ça aussi qui a vraiment mis une table et qui fait que quand on va dans les supermarchés, ok, moi j'ai de l'igname, ok, j'ai de la banane jaune, ok, j'ai de la patate douce, mais le manque ouais, carotte la sorti France, poireau la sorti France, dès les mêmes, on ni menthe qui sorti France, on ni ça qui sorti France, on ni tomate, ça va aller loin. Demain, il y a une bonne piment végétarien qui sorti Espagne, ça va aller loin. Donc, bah moi, c'est un bagage qui est vraiment important, que nous vraiment prenons ça vraiment en réalité, que nous disons qu'on ne peut pas arrêter là, faut que nous joignons, faut que nous ensemble en les thématiques là, et que nous mettons ensemble en le bagage qui peut mener en solution. Donc, les gens qui parlent de ça, c'est la jeunesse, c'est scientifique là qui travaillent en les terrains, et puis c'est l'agriculteur qui a besoin justement que nous aidions. Tous les acteurs par rapport à tout ça.
Bon, Jonathan, Léa Katounen, Léa Kapassé. Alors, comment tu as trouvé Tchou pour tête? Dis-nous Moi, je tout. trouve que c'est une émission qui est très bien parce que vous avez ramené l'arrêt là, aussi, il faudrait la irriter. En l'air, qui ça nous a fait, côté nous a allé, qui ça nous ni besoin. Et ça, c'est en réalité, et moi, je trouve que nous fort, nous bon, mais nous ni besoin de plus réflexion, nous ni besoin en temps, ou aussi, est-ce que les cafés lumière en France là, et puis tous ces philosophes là, t'es qu'à jouer là dans des cafés pour mener en réflexion, et puis c'est ça qui mène le courant de pensée, qui le courant de lumière, et puis ça, moi, je pense que maintenant, il y a besoin des cafés, des points, aussi les gens qui discuter des thématiques qu'on a, au lieu nous aller faire des bagages qui pas très utiles, bah, moi, pas juger personne, au lieu nous aller faire des bagages qui, en fin de compte, pas forcément très utiles, bah, nous, c'est mener des émissions qu'on a, des moments où nous qu'à discuter des bagages qui importants qu'on a, m'ont bien apprécié ces thématiques là que l'après-midi, il m'a dit tout peut-être ça c'est une émission qui pourrait être. Merci. Merci un peu. Merci. Naoui. Alors moi je vais rejoindre Jonathan Lery quand il parle des cafés lumière. Il y a quelque chose qui dit c'est prouvé qu'en fait le QI d'un groupe est supérieur à la somme des QI des individus constituant ce groupe. Ça veut dire que là sur le plateau nous sommes 3. Si on prend le QI de Jonathan et le mien, qu'on fait une addition, on trouve un nombre. Maintenant si on fait le calcul du QI que nous formons en tant que groupe, donc il n'y a pas d'addition, c'est le calcul du QI de nous trois dans notre production collective, il est supérieur au calcul de l'addition. Donc, ce qui veut dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, on va plus vite et plus loin. Belle parole. Hein? Belle parole. J'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs. On te remercie encore. Merci. Je pense pas que ce sera la dernière fois. Nous clarifions notre thématique. Naoui ou Jassav, le rendez-vous est pris. Vous allez déjà connaître l'émission Tchou pour tête.